Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Bousquet. Bonjour Christine. Bonjour Astrid, bonjour à tous. Donc vous êtes professeure émérite en histoire médiévale à l'Université de Tours et vice-présidente de la Maison de l'Europe de Tours. Et notre propos aujourd'hui, notre sujet sera l'île de Chypre. Chypre qui préside le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire le Conseil des ministres, donc depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin. Oui, tout à fait. Chypre, c'est une île qui est située tout près de l'Asie. C'est un véritable carrefour, l'île de Chypre. Et donc, il faut s'intéresser à Chypre parce que ça a une histoire extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, c'est une île très particulière dans l'Union européenne. Et puis, sa situation au cœur de la Méditerranée orientale la rend particulièrement intéressante dans le contexte des relations internationales aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez nous poser une petite carte d'identité un peu de Chypre Oui, bien sûr. Cette île, qui sont les Chypriotes? Chypre, c'est la troisième plus grande île de la Méditerranée, après la Sicile et la Sardaigne. Et elle est située à l'extrémité orientale du bassin méditerranéen. Donc, elle est à la croisée de trois continents. L'Europe, à laquelle elle se rattache, avec la Grèce notamment. L'Asie, elle est tout proche de l'Anatolie. Et puis, le Proche-Orient, en fait, la Syrie, le Liban, l'Égypte. L'Égypte qui est plutôt en Afrique. Et donc, on est là, au cœur d'un positionnement tout à fait extraordinaire. C'est un carrefour, en fait. Elle est un carrefour. C'est un carrefour. Alors, on pourrait penser, lorsqu'on regarde une carte de l'Union européenne, que Chypre est une périphérie. C'est vrai. Elle est vraiment à l'extrême orient de l'Union européenne. Mais en réalité, c'est un point nodal, c'est un point crucial des routes commerciales, des routes militaires, des routes culturelles également. Donc, en fait, dans l'histoire, Chypre n'a jamais été une périphérie. Contrairement à l'impression qu'on peut avoir. L'impression qu'on a, vu de notre prisme français déjà, et puis un peu européen. Alors, quelles ont été un peu les grandes périodes de Chypre? Je crois que ça a été occupé depuis très longtemps. Oui, alors d'abord, peut-être pour finir cette carte d'identité, un petit mot sur le relief de Chypre. L'île est structurée. Vous avez au nord la chaîne de Kyrenia, qui est située au nord de l'île, et puis le grand massif central volcanique, le Troodos, qui est particulièrement important et qui joue un rôle très important à Chypre. Et puis au cœur de Chypre, la grande plaine agricole, la Messaouria, une grande plaine qui évidemment a permis l'installation d'une population très tôt à Chypre. C'est un climat méditerranéen, donc on va retrouver de la vigne, de l'olivier, des céréales. Et puis, dès l'Antiquité, Chypre est célèbre pour le cuivre. C'est le même mot, c'est que cuprum, qui vient de Kypros, veut dire cuivre, et donc qui va intégrer l'île de Chypre aux grands réseaux commerciaux dès l'âge du bronze. Donc on a là une île particulièrement intéressante. Et d'ailleurs, la couleur de l'île sur le drapeau chypriote, et cet ocre rappelle la couleur du cuivre, bien sûr. Oui. Alors, la première grande période de l'histoire chypriote, c'est déjà dès le néolithique. C'est une île qui a toujours été peuplée dès l'âge du bronze. Et elle est en relation, on le sait, avec l'Égypte, avec les Hittites, avec le monde Égéen. Donc c'est une île qui n'est pas isolée. Et c'est une île on pourrait dire que c'était une île déjà connectée au monde. Alors évidemment pas avec les mêmes réseaux qu'aujourd'hui, mais on sait que c'est une île qui est peuplée dès le 9e millénaire avant notre ère. Donc c'est tout à fait exceptionnel pour une île méditerranéenne. Et alors on se voit, à travers les fouilles qu'on a faites, on voit une société sédentaire qui est installée. On voit une agriculture qui est déjà maîtrisée et puis des échanges maritimes assez précoces. Par exemple, l'obsidienne qui circule, des techniques, par exemple, qui vont circuler. Donc, ça veut dire que dès l'origine, elle est intégrée aux réseaux régionaux. Et puis, elle a une identité très originale, Chypre, très tôt, dès l'âge du bronze. Par exemple, une architecture circulaire qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et puis là où c'est peut-être encore plus vrai, c'est dans les pratiques funéraires. Normalement, dans le monde antique, on enterre la séparation des morts et des vivants, elle est actée. Les tombes romaines, par exemple, le long des voies, mais pas en ville. Alors qu'à Chypre, c'est
tout à fait l'inverse. Vivants et morts cohabitent. Les morts sont sous les maisons. Donc, on a une architecture funéraire sous les maisons. Et lorsqu'elles ne sont pas sous les maisons, et même quelquefois lorsqu'elles sont sous les maisons, on va avoir une architecture de la tombe qui est une architecture de maison. Donc, on va faire une maison pour le mort. Et on va d'ailleurs quelquefois mettre des chevaux, tout un outillage. Évidemment, plus vous êtes haut dans la hiérarchie sociale, plus vous allez avoir une tombe richement décorée. Donc ça, c'est tout à fait original. Sur l'île de Chypre, c'est assez unique en Méditerranée. Alors, c'est le cuivre qui va faire évidemment la puissance de Chypre à partir du 3e millénaire avant notre ère. Donc Chypre devient un acteur majeur en Méditerranée grâce à ses gisements de cuivre. Donc ce métal chypriote, il est exporté dans toute la Méditerranée, on vient en chercher, et c'est une île donc qui va se développer, et on voit par exemple l'urbanisation. Par exemple Nkomi, la ville d'Nkomi, qui témoigne qu'il y a déjà une urbanisation assez précoce. On va avoir une écriture syllabique locale. Donc c'est intéressant. Une société hiérarchisée, marchande. Donc ça devient un véritable carrefour dès bien avant l'époque classique qui commence au 8e siècle avec ce qu'on appelle les royaumes indépendants. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Nous parlons de Chypre, donc pays qui préside le Conseil de l'Union européenne depuis le 1er janvier, avec Christine Bousquet. Donc nous étions sur les grandes périodes un petit peu, et nous étions déjà au royaume chypriote. Voilà, les royaumes chypriotes. On pourrait imaginer, quand on voit la taille de l'île, qui n'est pas très grande, même si c'est une grande île en Méditerranée, qu'il y ait un royaume. Non, en fait, on a un royaume pratiquement par ville. Des petits royaumes, un peu la même structure que les cités athéniennes, que les cités grecques. Donc c'est un peu le même style. Donc la cité de Salamine, la cité de Paphos, par exemple. Donc ce sont des royaumes qui sont grecs par la langue. Ça, on voit très bien ça, mais qui par les pratiques politiques et artistiques sont quand même très orientaux. Donc on a cette juxtaposition des deux mondes. Et cette île va passer sous des dominations différentes. Par exemple, les Assyriens vont prendre l'île, les Égyptiens vont la prendre, et puis bien sûr les Perses achéménides qui la prendront aussi. Donc elle va quand même malgré tout conserver une autonomie importante, et ça lui permet donc de préserver sa culture, ses élites locales, et elle va être pleinement hellénisée, même si elle sera intégrée à l'Empire perse. Mais elle sera pleinement grecque. On voit avec l'essor artistique, religieux, par exemple le culte d'Aphrodite à Paphos. Donc ça va donner à l'île de Chypre une dimension sacrée panhellénique. Tous les Grecs connaissent Paphos, c'est l'île, le culte d'Aphrodite est particulièrement fort. On dit qu'Aphrodite est née à Paphos. Donc les Chypriotes s'en servent évidemment de manière très importante. Et puis les Perses, jusqu'au moment où Alexandre le Grand va la conquérir, et elle va passer petit à petit sous la domination ptolémaïque, donc les successeurs d'Alexandre, et puis elle sera romaine, bien entendu, mais elle reste d'abord et avant tout grecque. Alors, elle rentre sous la domination romaine en 58 avant notre ère, devient romaine, et alors c'est extrêmement important. Parce que l'Empire romain, c'est une période de paix. C'est la plus grande période de paix. Une fois que l'Empire est établi, c'est la plus grande période de paix de toute l'histoire en Europe. On n'a jamais atteint encore, et on est mal parti, pour atteindre ce niveau de paix. Ça veut dire que ça favorise la prospérité, ça va permettre aux villes de s'embellir, on va construire des théâtres, on va construire des thermes, on va décorer de mosaïques, c'est le cas à Paphos notamment, et donc l'île va être intégrée aux circuits impériaux, et c'est l'époque où apparaîtra le christianisme, dont on va peut-être parler après, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important.
justement, cette période chrétienne à Chypre, aujourd'hui, ce sont des chrétiens orthodoxes, mais ça n'a pas toujours été le cas, je pense. Alors, pendant très longtemps, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. Le mot orthodoxe, ça veut dire à la fois droite. Tous les chrétiens, au départ, ils sont orthodoxes. Le mot orthodoxe tel qu'on l'utilise aujourd'hui, c'est par rapport à la rupture entre les latins et les grecs. Mais ils sont d'abord intervenu ici, beaucoup plus tard. Voilà, c'est beaucoup plus tard. Ici, ce sont tous des gens hellénophones, donc et la langue grecque va être est majoritaire, dominante, ce qui va favoriser la diffusion du christianisme, du message chrétien dans tout le monde méditerranéen, qui est grec par sa culture, même s'il est dominé par les Romains, il est grec par sa culture. Parce que les Romains ont récupéré beaucoup de la culture grecque. Mais en plus, le grec, c'est la langue du christianisme originel. Donc, la société chypriote, au moment où le christianisme va arriver, c'est une société plurielle, avec des cultes grecs traditionnels, mais à côté desquels il y avait des divinités orientales. Il y avait également le judaïsme diasporique qui était bien implanté. Donc, on a quand même une superposition de cultes assez différents. On retrouve un peu cette position de carrefour. Oui, dont un monothéisme qui va évidemment jouer un rôle important. Ça veut dire que le dialogue religieux, il existait et ça va être propice à l'émergence du christianisme. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, si on prend les Actes des Apôtres, on a Chypre et la première étape missionnaire de Paul de Tarse et de Barnabé, qui est natif de l'île. Donc, ils vont traverser Chypre d'est en ouest. Ils viennent d'Asie, donc ils traversent l'île d'est en ouest. Ils vont s'arrêter dans un centre juif qui est important, qui est Salamine, et puis dans la capitale romaine, Paphos. Donc, on sait... Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'à Paphos, le proconsul, Sergius Paulus, va être converti. Et c'est un épisode absolument capital. Pourquoi ? Parce que c'est la première conversion officielle d'un dignitaire romain. Premier. Donc ça veut dire que le christianisme là quitte le cadre un peu marginal dans lequel il se développait, il devient... il prend pied, on a un dignitaire romain. Et donc, ça veut dire que Chypre est un des premiers territoires christianisés de l'Empire. C'est évidemment particulièrement important. Alors, l'autre élément important, c'est qu'on a une église qui va se développer avec une certaine continuité, malgré des épisodes compliqués. On est dans l'Empire romain, il y aura au 2e, 3e siècle des épisodes de persécution, mais on sent que le christianisme pénètre toute la société, et donc cette christianisation progressive, profonde de cette société, et surtout sans rupture violente avec la culture panhellénique précédente. Alors, au IVe siècle, c'est la paix constante de Constantin, le christianisme devient religion dominante, et on voit s'édifier des grandes basiliques à Salamine et à Paphos. Et en 431, c'est le concile d'Éphèse, qui est un concile fondamental. L'Église chypriote obtient quelque chose de très particulier, très important, c'est l'autocéphalie. Elle devient autocéphale, c'est-à-dire qu'elle est indépendante vis-à-vis du patriarcat dont elle dépendait, qui était le patriarcat d'Antioche. Et donc, elle est autonome. Ça veut dire elle a une identité propre, et ça veut dire que l'Église va être protégée des ingérences politiques extérieures. Donc, c'est extrêmement important. RCF, l'Europe en 43 minutes. Vous écoutez l'Europe en 43 minutes et notre sujet aujourd'hui est Chypre. Donc on a fait un petit topo un peu sur Chypre chrétienne. Après on a l'arrivée des Byzantins à Chypre. Oui, Chypre est dans le domaine byzantin au moment du partage de l'Empire romain en deux. Elle est dans le domaine byzantin. Et ce qui est toujours intéressant, c'est que la période 6e, 12e siècle, qui correspond donc à la période vraiment byzantine de Chypre, eh bien, c'est le moment où le paysage va être marqué par ce christianisme avec le développement des monastères, des églises rurales, avec une iconographie byzantine tout à fait exceptionnelle. Et je prends simplement le cas des fresques du Troodos, qui sont classées à l'UNESCO, qui sont d'un intérêt absolument extraordinaire et qui témoignent de cette continuité
autorité spirituelle depuis l'Antiquité chrétienne. Donc c'est un moment extrêmement important. Et l'île de Chypre, placée comme elle est, évidemment, va susciter beaucoup d'envie, c'est évident. Et notamment, au moment où l'islam apparaît, elle va être victime d'incursions arabes, mais elle conserve quand même toujours sa foi chrétienne. Elle va avoir un espèce de statut un peu particulier, mais elle cumule les statuts particuliers, cette île, de condominium arabo-byzantin au 7e siècle. C'est-à-dire, en fait, une coexistence politique tout à fait exceptionnelle. Ça pouvait pas durer très longtemps, mais ça existe. Donc, c'est là aussi, c'est tout à fait étonnant dans le monde byzantin. Alors, à partir de ce moment-là, eh bien, les choses vont devenir un petit peu compliquées parce que au Moyen Âge, Chypre va tomber dans les mains des Francs. Pourquoi ? Parce qu'en 1191, Richard Cœur de Lion, qui part à la croisade, prend Chypre et va donc installer la dynastie des Lusignans, qui s'installe à Chypre, et donc Chypre devient un royaume franc. C'est assez logique, on est à 70 km des côtes libanaises. Donc, sur la route de Jérusalem, Chypre est une escale fondamentale, c'est évident. Donc, c'est un avant-poste stratégique vis-à-vis de l'islam. Donc, les Lusignans s'installent et Chypre devient donc un royaume latin, alors que c'était un royaume grec, c'était une île grecque. Ça devient un royaume latin chrétien, ça devient la base arrière des États croisés. Et c'est toujours un carrefour commercial. On fait toujours beaucoup de commerce. Et ce qui est essentiel à Chypre à cette époque, ce sont les ports. Les ports, alors on les connaît parce qu'ils existent toujours. Le port, alors, ces ports, ils servent à quoi ? Ils servent à assurer le commerce, bien sûr. Ils servent à gérer l'arrivée des pèlerins qui viennent à Jérusalem. Ils vont gérer les flux militaires. On est en pleine période de croisade. Et puis, toute la richesse du royaume, tout simplement. Alors, les grands ports, c'est par exemple Famagouste. Famagouste, c'est le centre du commerce international, Famagouste. Famagouste, c'est le grand... il y a beaucoup de marchands italiens à Famagouste, des Génois, des Vénitiens. Et on fait du commerce, des épices, des soieries, et puis du sucre. Et le sucre, c'est très important à Chypre. Donc, c'est un des grands ports. Il y en a un autre, c'est Limassol. Limassol, c'est un port d'exportation du sucre. Je rappelle que dans le monde médiéval, la seule possibilité du sucre, c'est le miel, en fait. Il n'y a pas de canne à sucre cultivée dans l'Occident latin, donc la betterave à sucre n'existe pas, donc le sucre est une denrée de luxe. Et là, autour de la base de Colossie, à Chypre, on a des plantations sucrières. Donc, le sucre de Chypre est très important. Donc, ce sont des ports qui fonctionnent avec l'Occident latin. Et puis, au nord, il y a Kyrenia. Kyrenia, qui est un port militaire et qui est un point de contrôle face à l'Anatolie. Donc, très important. Donc, il est en face de l'Anatolie, donc il joue un rôle essentiel. C'est un port qui est bien protégé, qui a un château qui le protège, qui est en lien avec l'Asie mineure. Et puis, il y en a un autre qui est un peu moins important, c'est Paphos. Paphos, c'est le port occidental, c'est un port plus modeste, mais quand même, ça permet notamment à des bateaux occidentaux de passer l'hiver. S'ils n'ont pas le temps d'aller plus loin, ils peuvent se protéger ici. Donc c'est plutôt un port régional, mais qui joue un rôle avec les latins. Donc dans l'ensemble, ces ports, cette période Lusignan est une période essentielle pour le développement commercial de Chypre, pour l'architecture. C'est l'époque des grandes cathédrales gothiques, Famagouste, Nicosie, qui sont, quand on arrive devant, c'est Notre-Dame. Ce sont des grandes cathédrales. Ce sont des grandes cathédrales gothiques, c'est extraordinaire. On va construire des fortifications, parce qu'on est en pays évidemment dangereux. Donc les plus célèbres, ce sont celles de Famagouste, bien entendu. Donc c'est tout à fait essentiel. Votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF. Et nous parlons de Chypre aujourd'hui avec Christine Bousquet. Christine, vous avez évoqué un peu l'époque byzantine. Il y a également les chevaliers de... Alors attendez, c'est les chevaliers hospitaliers, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont à Saint-Jean de Jérusalem, c'est un ordre hospitalier, un ordre militaire, mais d'abord religieux. Et en 1291, Acre tombe. C'est le dernier bastion croisé en Terre Sainte. Et donc, ces hospitaliers perdent leur base. Et le point de repli, c'est Chypre. C'est ce qu'il y a de plus près. C'est Chypre. Et donc, ils s'installent là parce qu'ils sont dans un royaume chrétien latin, donc les Lusignans, avec des ports qui sont sûrs, on vient de le voir. Et puis, évidemment, ils sont face au Levant musulman, donc face à leur ennemi. Donc, ils vont s'établir, ils vont créer des maisons conventuelles, des entrepôts, des hôpitaux. Mais les relations vont vite se tendre avec le royaume de Chypre, hein, parce que c'est un ordre puissant, qui a des richesses considérables, qui a une autonomie juridique, et puis qui a une armée et une flotte. Hein. Donc les Lusignans voient ça d'un mauvais œil. Ils trouvent que dans leur territoire, avoir un ordre militaro-religieux quasi indépendant, ça annonce ce qui se passera avec les Templiers en France. Hein. Donc on a le même problème. Donc les hospitaliers, eux, ils refusent de devenir les vassaux du roi de Chypre. Donc ils veulent, au contraire, avoir une souveraineté politique pour reprendre la lutte contre l'islam. Donc, ils vont construire notamment le château de Colossie. Si vous allez à Chypre, eh bien, vous pouvez visiter, c'est emblématique, hein, le château de Colossie. C'est une exploitation agricole, c'est un superbe centre administratif, c'est un exemple tout à fait extraordinaire de seigneurie économique et puis de donjon, le donjon de Colossie. Et c'est là où ils cultivent notamment de la canne à sucre. Donc, ils vont partir très vite, entre 1306 et 1310. Ils vont comprendre que leur avenir à Chypre est à peu près nul. Et donc, ils vont s'installer à Rhodes. Hein, les chevaliers de Rhodes, qui donneront plus tard les chevaliers de l'ordre de Malte, quand ils vont quitter Rhodes parce qu'ils seront chassés par les Ottomans. Donc, c'est les mêmes hein, qui avancent, qui reculent plutôt d'ailleurs, plutôt que d'avancer. Vers l'ouest. Hein, voilà, ils reculent. Donc, c'est quand même un moment très important dans l'histoire de Chypre, ces hospitaliers. Alors, à partir de 1571, on rentre dans une période essentiel. En fait, pendant quelques temps, au XVIe siècle, Chypre est tombée dans les mains vénitiennes. Venise, c'est un empire en Méditerranée. C'est une clé, Chypre, hein, c'est une clé de la militaire. C'est une base avancée face à l'Empire ottoman. Donc, contrôler Chypre, évidemment, pour les Occidentaux, c'était sécuriser les routes. Donc, les Vénitiens sont très présents à Chypre. Et en 1570, eh bien, les choses changent, puisque les troupes du sultan Sélim II vont envahir l'île. Nicosie va tomber après un siège tout à fait sanglant. Famagouste va résister pendant un moment, en 1571, avant de capituler. Alors 1571, c'est une date intéressante, parce que c'est l'année où les chrétiens ont réussi la bataille navale de Lépante, où c'est le coup d'arrêt naval des Turcs en Méditerranée. Mais ça ne donne rien sur le terrain, puisque Chypre tombe aux mains des Turcs à ce moment-là. Alors la conquête ottomane, c'est très important, puisqu'on va voir s'établir des populations turques, musulmanes, qui n'étaient pas là avant, hein. On va avoir également le maintien des communautés chrétiennes qui sont là, des chrétiens grecs, orthodoxes. Là, on peut parler d'orthodoxie, vraiment. Et puis, les Turcs vont inventer le système des milliers qui est fondé sur la religion. Donc, chacun sera géré par un responsable de la religion concernée, avec des éléments, notamment devant payer des impôts différents et compagnie. Ça veut dire que le chef de la communauté chrétienne va avoir un rôle très important. C'est une église autocéphale, c'est-à-dire qu'il y a un patriarche à sa tête, qu'il est indépendant, qu'il est un évêque qui est particulièrement important et dont l'importance est renforcée sur le plan politique, économique, social par les Ottomans. On a ici tous les éléments de l'histoire de Chypre après. Donc, Chypre devient une province ottomane et avec, évidemment, il y a un pacha hein, qui représente le sultan, qui va imposer un contrôle des terres, l'ordre public, les impôts. Bon, tout ça, c'est important. Mais Chypre, c'est aussi stratégique pour les Ottomans qu'elle l'était pour les Latins ou pour les Grecs, hein, c'est bien entendu. Donc,
c'est la naissance de la communauté turque chypriote, qui existe donc depuis l'arrivée des Ottomans au XVIe siècle. Hein, il ne faut pas l'oublier parce on peut se demander un petit peu comment ça marche. Donc les musulmans sont la communauté dominante sous la domination ottomane, mais les chrétiens orthodoxes forment la majorité de la population. Ils sont de langue et de culture grecque, ces chrétiens. Et puis subsistent des latins et quelques minorités, notamment une minorité juive. Et l'Église grecque, l'Église orthodoxe, va évidemment être renforcée. L'archevêque, je dis patriarche, en fait j'aurais dû dire l'archevêque, c'est le représentant officiel de tous les chrétiens. Donc il va jouer un rôle religieux, bien sûr, mais aussi un rôle judiciaire et fiscal. Et donc l'Église devient le pilier de l'identité grecque chypriote. RCF à Amboise, 100.4. À Cheverny, 96.4. Votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF. Alors nous venons d'entendre une œuvre de Solon Michaelides. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur Oui, bien sûr. Alors c'est un compositeur, c'est un chef d'orchestre, c'était aussi le bâtisseur de la vie musicale chypriote. Donc ses dates, c'est 1905-1979. Donc c'est vraiment un contemporain. Et c'est un des grands fondateurs de l'identité de la musique chypriote moderne. On dit que c'est le père de la musique savante à Chypre. Et en fait... Avant lui, Chypre avait évidemment une tradition populaire musicale, avait une tradition liturgique byzantine, évidemment, qui était très importante, mais il n'y avait pas d'institution musicale vraiment structurée. Et c'est lui qui va combler le vide en faisant ça. Donc il a étudié à Londres, à Paris, et il va notamment intégrer en fait les rythmes et les modes chypriotes à une musique savante. Il ne cherche pas à imiter la musique des uns et des autres, mais il va composer, par exemple, on a entendu une pièce chorale, des œuvres orchestrales, et puis il va être inspiré par l'histoire et les paysages de Chypre. Donc voilà, c'est un des grands noms de la musique chypriote. On va revenir un peu en arrière, on va quitter l'époque ottomane que l'on avait évoquée tout à l'heure pour arriver jusqu'à la colonisation britannique, parce que Chypre est stratégique. Oui. Et les Britanniques vont s'emparer de l'île. Alors, en fait, la mainmise des Turcs sur Chypre va progressivement se déliter après une période très difficile au début du 19e, lorsque la Grèce se révolte contre les Turcs. La Grèce est toujours sous domination turque. Et donc, Chypre va suivre le mouvement et les Ottomans vont réprimer ça très durement avec des exécutions d'élites chrétiennes, avec le renforcement du contrôle militaire. Donc, c'est là où on a la première grande rupture durable entre la communauté turque chypriote et la communauté grecque chrétienne. Et en fait, on sent que cet empire ottoman, il est en déclin au 19e, et Chypre devient un peu une province périphérique de cet empire. Du coup, les puissances européennes vont s'y intéresser. Et il va y avoir des accords diplomatiques. En 1878, l'Empire ottoman confie l'administration de Chypre au Royaume-Uni, mais en conservant formellement la souveraineté. Et ces mots-là sont importants, parce qu'évidemment, la Turquie va s'en servir plus tard. Donc, c'est la fin de 3 siècles de domination ottomane en 1878. Donc, c'est une époque... Pour conclure sur cette domination ottomane, c'est quand même l'époque où se forment les 2 grandes communautés de l'île d'aujourd'hui. C'est une période de coexistence régulée, inégalitaire, bien sûr. Et puis, c'est quand même le creuset de toutes les tensions que l'on connaît. Alors, à partir de ce moment-là, Chypre devient britannique en 1878 et on voit dans l'île 2 projets antagonistes qui vont émerger. On va avoir le projet qu'on appelle l'Énosis, c'est le rattachement à la Grèce. Un certain nombre de Chypriotes vont demander le rattachement. Donc, évidemment, les Chypriotes grecs vont demander cette énosis. Et puis, l'autre projet, donc antagoniste, c'est la Taksim, c'est-à-dire la partition. La partition, ça sera défendu par les Chypriotes turcs. Donc, 2 projets politiques différents. Et l'indépendance de Chypre est proclamée en 1960. Mais l'État est fragile dès l'origine. On voit bien que la population, elle est divisée quand même. Et la division, elle reprend la grande division religieuse de l'île.
Alors, la rupture, c'est 1974. 1974, il y a un coup d'État pro-grec, pro-Enosis, qui a lieu à Chypre. Et c'est un peu ce qu'attendaient les Turcs. Je n'irai pas jusqu'à dire c'est ce qu'ils espéraient, mais je le pense quand même. Et les Turcs vont intervenir militairement. Ils envoient 50 000 soldats. Et l'île va donc être divisée par le fait. Vous avez au sud la République de Chypre et au nord une entité turque qui n'est pas reconnue internationalement. Et ils vont vider un certain nombre de villes, notamment Famagusta, qui est pratiquement en ruine, et Varosha, qui est une ville au bord de la mer. Les habitants ont eu 2 ou 3 heures pour repartir. Et donc cette ville est encore gardée par des soldats turcs. Elle est totalement abandonnée. On sait que, comme c'est une île de bord de mer, dans la nuit, il y a des gens qui sont venus en bateau pour essayer de récupérer leurs affaires, mais les Turcs s'en sont aperçus et ils ont réagi très, très fortement. Donc, on a une île qui est divisée depuis 1974 et on a la capitale, Nicosie, c'est assez exceptionnel en Europe, puisque cette ville de Nicosie, elle est séparée en 2 par ce qu'on appelle la ligne verte de l'ONU, c'est donc la dernière capitale européenne à être divisée. C'est le dernier mur en Europe. Ouais. Dans l'Union européenne, c'est le dernier mur. Donc c'est quelque chose de très important. Alors justement, Chypre est entrée dans l'Union européenne en 2004, lors du grand élargissement vers l'Europe centrale, orientale. Mais l'Union européenne a reconnu toute l'île. Oui. Alors, je crois que la question, c'est pourquoi Chypre voulait rentrer dans l'Union européenne. Aussi, pourquoi Chypre, c'est d'abord la première question, je crois. L'adhésion, d'abord, c'était pour garantir sa sécurité face aux tensions régionales. Et puis, sortir de l'isolement, parce que la division de l'île a forcément isolé terriblement cette île. Il fallait consolider son développement économique, bien sûr. Et puis, les Chypriotes grecs voulaient s'ancrer dans l'espace politique européen, regarder vers l'ouest. C'était très important pour eux. Et le seul cadre de stabilité qui leur paraissait jouable, c'était l'Europe, bien entendu. RCF, l'Europe en 43 minutes. Notre propos aujourd'hui est Chypre qui préside le Conseil de l'Union européenne jusqu'en juin 2026. Donc on est revenu sur l'intégration de Chypre dans l'Union européenne. Pourquoi Chypre a souhaité voilà, la candidature de Chypre, elle est ancienne. Oui. Elle est déposée en 1990, donc bien avant l'élargissement à l'Est. Chypre est considérée comme économiquement viable, politiquement stable au sud et culturellement européenne, ça c'est évident. Donc l'adhésion, elle est assez paradoxale, puisque Chypre, la République de Chypre, donc quand je dis ça, on entend la partie sud, République de Chypre, entre dans l'Union européenne en 2004. Et juridiquement, l'île entière est membre de l'UE, mais le droit européen est suspendu au nord. Donc, normalement, il faut un visa pour entrer au nord. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Voilà. Alors, Chypre rentre sans avoir réglé la question de la division. Ouais. C'est un cas tout à fait unique dans l'Union européenne. Donc, l'île entière fait partie de l'UE, mais l'acquis communautaire est suspendu dans le nord. Donc, quelqu'un qui habite un chypriote turc de Kyrenia, par exemple, eh bien, normalement, ne peut pas avoir de passeport européen. Puisqu'il n'est pas citoyen européen. Il n'est pas citoyen de l'Union européenne. Donc là, on a une anomalie juridique durable depuis 2004 dans l'Union européenne. Alors, il y a eu plusieurs tentatives pour essayer de résoudre ce problème, et des tentatives avant l'adhésion pour essayer ça, mais il y a eu un plan qui a été proposé par l'ONU, parce que là, c'est l'ONU qui est à la manœuvre. Les Chypriotes turcs ont voté pour, les Chypriotes grecs ont voté contre. Donc, voilà. Donc, on en est là. Et Chypre, donc, est un pays étonnamment divisé. Alors maintenant, on peut dormir au nord quand on est citoyen européen. On peut passer sans trop de problèmes au nord, mais on est quand même
juridiquement dans 2 espaces différents, ce qui est quand même assez étonnant. Donc, Chypre va adopter l'euro, on va peut-être dire un mot des pièces d'euro, parce que c'est important, je finis juste là-dessus. Et donc, elle adopte l'euro en 2008, et Chypre participe pleinement, enfin la République de Chypre participe pleinement aux institutions, aux élections, aux politiques communes de l'Union européenne. Et elle a présidé d'ailleurs en 2012 l'Union européenne. Donc c'est quelque chose de tout à fait acquis. Le Conseil de l'UE. Le Conseil de l'Union, oui, elle a présidé le Conseil de l'Union en 2012, vous avez raison. Et donc c'est quand même un État qui a un statut quand même très particulier. Et on ne voit pas très bien comment résoudre ça. Parce que les Turcs, quand ils sont arrivés en 1974, quand ils ont envahi l'espace, ils ont chassé 100 000 Chypriotes grecs et installé 100 000 Turcs. Oui. Donc aujourd'hui, en 2026, vous en êtes à la 3e génération. C'est une situation qui est inextricable. Ça rappelle la Palestine, c'est exactement le même type de situation. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est que l'Union européenne a intégré un pays dont la moitié a été envahie. Donc et alors, une des problématiques, c'est qu'il y avait une différence économique très importante entre le nord turc, rural, et puis le sud, beaucoup plus développé. Et l'Union européenne va mettre de l'argent aussi au nord pour essayer de combler le fossé, pour qu'il n'y ait pas en se disant, un jour, ils seront réunis, il ne faut pas qu'il y ait une trop grande distance entre les deux. Donc, vœu pieux, probablement. Mais voilà, c'est quand même la politique européenne à Chypre, avec donc cette ligne verte contrôlée par l'ONU, qui sépare l'île en 2. Et c'est vraiment tout à fait étonnant. Cela dit, Chypre joue un rôle important, parce que c'est l'avant-poste orientale de l'Union européenne. Donc, elle est en contact direct avec la Turquie, avec le Moyen-Orient, sur les routes migratoires en Méditerranée. Donc, évidemment, elle a un rôle tout à fait important. Oui, tout à fait. Alors, un petit mot sur les pièces, sur les affaires des euros. Les pièces de 1, 2 et 5 centimes, on a le mouflon. Un mouflon qui est l'animal endémique de l'île, donc qui est le symbole de la nature chypriote. C'est un emblème de continuité, de résilience. Ce n'est pas un symbole politique, c'est une identité enracinée dans le territoire. Les pièces de 10, 20 et 50 centimes, c'est le bateau de Kyrenia. C'est un navire marchand antique du IVe siècle avant notre ère. Donc c'est la référence au commerce maritime, la place de Chypre antique, le carrefour méditerranéen, tout ce que je vous ai raconté. Donc c'est l'île ouverte, les échanges. Et puis les pièces de 1 et 2 euros, c'est une idole cruciforme de Pomos, c'est-à-dire une statuette qui date du 3e millénaire avant notre ère, qui est donc une œuvre emblématique de la préhistoire chypriote et qui fait le lien entre l'humanité, le sacré, le territoire. Et alors, ce qui est assez intéressant de toutes ces pièces, c'est que l'absence de symboles religieux explicites, l'absence de figures nationales modernes, et la mise en avant d'un temps très long. Ça veut dire qu'ici, il y a une volonté d'apaisement identitaire. Ces éléments peuvent être communs un jour à tous les Chypriotes. C'est une histoire commune qui peut s'affirmer. Donc c'est une manière assez subtile, c'est sans doute la seule d'ailleurs aujourd'hui, de dépasser la division politique actuelle de Chypre. Donc ces pièces sont particulièrement intéressantes. Comme quoi, étudier les pièces peut être très intéressant. La numismatique, c'est extrêmement important. Alors vous nous disiez qu'il existe encore aujourd'hui des tensions au niveau de Chypre, des tensions économiques entre les deux, notamment la partie nord. Encore et toujours, la partie nord et la partie sud. Bon. Quelles sont-elles, ces tensions économiques ? Le principal problème, c'est la division de l'île. Ça reste la division de l'île, mais qui se double. Alors il y a des négociations qui sont régulièrement relancées, puis qui sont
sont bloqués. Donc pour l'instant, on n'avance pas vraiment. Et puis, il y a quand même une présence militaire turque qui est très forte à Chypre. Ensuite, la deuxième zone de tension, c'est l'énergie. L'énergie, parce qu'on a découvert des gisements de gaz en Méditerranée orientale, et évidemment, les appétits se sont ravivés. Et donc, il y a des tensions très importantes avec la Turquie. Chypre est au cœur d'un échiquier énergétique stratégique assez complexe. Et puis, c'est bien sûr les problèmes d'aujourd'hui, qui ne sont pas spécifiques à Chypre, les pressions géopolitiques, les migrations, comment concilier la mémoire politique, la mémoire historique, l'avenir commun. On sent bien que tous les problèmes de la Méditerranée, et Dieu sait s'ils sont nombreux aujourd'hui, s'incarnent à Chypre. Chypre, pour conclure, Chypre a été une île, c'est une île petite par sa taille, immense par son histoire. Toutes les périodes sont représentées. Quand on va à Chypre, on a vraiment un patrimoine tout à fait extraordinaire. Et l'Union européenne, d'ailleurs, finance beaucoup ce patrimoine, la restauration de ce patrimoine. C'est un lieu de fracture, mais c'est aussi un lieu de rencontre. C'est un carrefour de civilisation. Et on a à la fois la complexité méditerranéenne, l'héritage impérial, colonial, les défis contemporains de l'Europe d'aujourd'hui. Tout ça s'incarne à Chypre. Donc, comment faire que tout cela se transforme en pont plutôt qu'en frontière, c'est tout ce qu'on peut espérer pour Chypre. C'est peut-être aussi un peu les enjeux de ces présidences Tout à fait. Du Conseil de l'Union européenne, un Conseil des ministres où chaque État membre prend la tête, devient le chef un petit peu pour 6 mois, des discussions, délivre la parole et préside un petit peu tous les débats qui se passent au niveau de l'Union européenne. Ça permet aussi de donner à des petits pays comme Chypre ou Malte, etc., une importance, leur place au sein de l'Union européenne, et de rappeler que même si ce sont des petits pays par leur taille, ils sont grands par leur histoire. Oui, ils sont importants. Et puis aujourd'hui, c'est pas non plus anecdotique qu'une île aussi stratégiquement placée soit à la tête d'une des institutions européennes. Je pense que c'est tous les problèmes du Sud, de l'élargissement, de la diplomatie scientifique, tout ça s'incarne à Chypre, donc c'est très important. Bien, merci beaucoup Christine. Merci. C'était l'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. À très bientôt. À bientôt.